Bonjour, Monsieur Belzile. Bienvenue, Monsieur Germain Belzile. Vous êtes de l'Institut d'économie appliquée au HEC à Montréal, c'est bien ça? Vous êtes accompagné de, j'espère de bien dire votre nom, Vincent Geloso. Exactement, vous avez bien eu. Ouais, probablement quand c'est vous qui le dites, c'est plus chanté. Vous êtes chargé de cours en économie au HEC à Montréal également. Exactement. Alors, merci de vous être présenté ici et bienvenue. 10 minutes, présenter l'essentiel de vos réflexions. Ensuite, s'en suivent des échanges avec les parlementaires. Parfait, merci. On vous écoute. Alors, nous n'avons pas de mémoire. Nous avons déjà contribué à une étude sur le sujet. Et puis, nous avons plutôt une communication pour vous. Alors donc, mon nom est Germain Belzile, je suis économiste, je suis maître d'enseignement à HEC. J'enseigne entre autres l'économie des industries culturelles. J'ajouterais que je suis le seul non-artiste de ma famille. Alors même si je suis économiste, je m'intéresse tout de même à la culture et aux arts. Mon collègue Vincent Geloso est aussi doctorant à la London School of Economics. Ça vaut, je pense, la peine de mentionner. Tout d'abord, donc, merci de l'invitation à témoigner à la Commission parlementaire de la culture et de l'éducation. Bien qu'elle soit coûteuse pour nous, personne ne paie nos frais de déplacement, contrairement à la situation des nombreux groupes de pression bien organisés et contrairement à ce qui se passe au niveau des commissions fédérales aussi. Nous sommes heureux tout de même de répondre à votre demande. D'entrée de jeu, nous pouvons dire que nous nous opposons à une réglementation du prix du livre neuf. Les raisons de notre opposition sont multiples. 3 raisons, en fait, ressortent, et on va se partager ici la parole. Premièrement, je crois que nous prenons le parti de ceux qui lisent et non pas celui de certains commerçants du livre qui désirent améliorer leur position concurrentielle. Une évidence s'impose, et ça c'est quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais une réglementation du prix du livre neuf telle qu'elle semble envisager vise la formation d'un cartel. Et la loi sur la concurrence du Canada est très claire à ce sujet. Alors je vous lis l'article 45 de la loi fédérale sur la concurrence. Complot, accord ou arrangement entre concurrents. Commettre une infraction quiconque avec une personne qui est son concurrent à l'égard d'un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement, soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit. Alors, écoutez, il y a d'autres éléments, mais ici, dès qu'on s'entend pour fixer un prix, c'est quelque chose qui est considéré comme illégal au Canada. Maintenant, c'est illégal dans le domaine de la construction, c'est illégal dans le domaine de l'essence. Évidemment, dans le domaine du livre, c'est pas différent. Maintenant, si une loi québécoise permettait de fixer le prix du livre ou de réglementer le prix du livre, ce qui revient à la même chose, ça ne serait plus illégal, évidemment, mais je ne crois pas que ça serait plus légitime pour autant. Il faut être conscient, donc, qu'on est en train de faire quelque chose qui, normalement, dans la société, n'est pas accepté et n'est pas considéré comme légitime. Il faut aussi comprendre qu'un des meilleurs exemples qu'il n'y a pas justement de ces pratiques collusoires, c'est justement le cas de la France. Dès que le prix unique du livre est passé en France, les prix ont commencé à augmenter 25 plus rapidement que l'inflation, et ça jusqu'en 1995. Après, les éditeurs ont décidé de stabiliser les prix au niveau de l'inflation. Ils ont juste suivi le rythme général des prix. Donc, un peu ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a augmenté les prix. On a fait le party sur le dos des lecteurs, puis après, on a laissé ça au niveau que c'était. Puis ici, le meilleur exemple, c'est de regarder qu'est-ce qui se passait avant le prix unique du livre. Avant que le prix unique du livre, les prix en France avaient augmenté seulement 5 plus vite que l'inflation au lieu de 25. Donc, ça vous donne une idée d'à quel point les lecteurs ont été abusés par, justement, la position oligopolistique qu'il y avait dans l'industrie puis qui a été offerte par force de loi. Et c'est aussi pour ça quand on regarde les sondages et les enquêtes européennes sur le sujet, la lecture en France diminue. Puis dans cet élément-là, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on augmente le prix de quelque chose, la consommation diminue. Le prix unique du livre va réduire les rabais, va donc conduire à une hausse des prix moyens. Et si le prix moyen augmente, les ventes vont diminuer. C'est pas très sorcier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il risque de diminuer par un pourcentage nettement plus important que celui qui va être l'augmentation de prix. Pour les nouveautés, généralement, dans le cas des États-Unis ou de la Norvège, on estime que à peu près chaque augmentation de 1% s'accompagne d'entre quelque part une diminution de 2 à 3%
des ventes. Ça veut dire que si on devait augmenter demain le prix du livre de 5 %, c'était ça l'effet sur la hausse, 5 % de hausse de prix, ça serait quelque part entre 10 et 15 % de réduction de vente de livres. Ça, c'est pour vraiment les nouveautés. Puis ça exclut justement des livres que les gens doivent acheter obligatoirement ou, par exemple, des livres scolaires qui sont souvent inclus dans les statistiques, tels que l'IRIS le fait d'une certaine manière récemment, et aussi les livres religieux aussi qui ont une très forte et qui ont un effet contraire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va justement, une hausse de prix va réduire la demande de livres. Et cette demande de livres-là va tomber sur la population québécoise qui est la plus socialement vulnérable, les moins instruits et les moins riches. Il faut considérer qu'au Québec, il y a 25 % de la population, 26 % pour être plus précis, qui n'a aucun diplôme, ce qui compte 14 % en Ontario, 17 % dans le reste du Canada dans l'ensemble. On s'entend pour dire que le groupe qui va être affecté le plus par une hausse du prix du livre, ça va être pas les gens avec énormément d'éducation, ça risque d'être des gens qui sont déjà peu disposés à lire, et c'est au Québec qu'on est déjà dans une situation plus précaire que dans les autres provinces. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, qui sont déjà peu disposés à lire, vont changer leur consommation vers d'autres produits culturels. Alors, par exemple, au lieu d'acheter du Kim Thuy, ils vont acheter Céline Dion. Au lieu d'acheter du Michel Tremblay, ils vont acheter du Lady Gaga. Fondamentalement, c'est ça qui va se passer. La culture québécoise ne s'en portera pas le mieux pour autant. Germain? Maintenant, un point qui ressort beaucoup des interventions autour du débat, c'est que une telle politique serait la bouée de sauvetage des librairies indépendantes. Selon beaucoup de personnes, les librairies indépendantes sont les garants de la bibliodiversité du monde littéraire. Nous avons beaucoup de difficultés à croire ça, et ça pour plusieurs raisons. Dans le monde anglo-saxon, l'offre de titres différents n'a jamais été aussi variée et nombreuse qu'aujourd'hui. Sur Amazon, on trouve plus de 1 million de titres différents. Les petites librairies sont de moins en moins nombreuses aux États-Unis aussi, mais la diversité et la disponibilité des livres n'ont jamais été aussi grandes. J'ajouterais aussi que le numérique, et on voit difficilement comment, avec la présence de plus en plus importante du numérique, comment les petites librairies indépendantes vont être à l'écart de ça. Mais avec le numérique, on ressort même des livres qui étaient disparus de la circulation. Il est maintenant possible d'obtenir des livres qui ont été mis au pilon ou qui étaient épuisés. Maintenant, le monde du livre, comme d'autres secteurs, vit et vivra des bouleversements. Tout comme les disquaires et les boutiques vidéo sont beaucoup moins nombreux que par le passé, les libraires subissent des pressions provenant des modifications dans les façons de consommer le livre. Aux États-Unis, le livre électronique est sur le point de surpasser le hardback, donc le livre à couverture rigide. La croissance aux États-Unis de la lecture des livres électroniques se fait à plus de 100% par année d'augmentation. Et nous, on a un retard là-dedans. On a un retard pour toutes sortes de raisons. C'est relié au modèle d'affaires. Mais n'allez pas croire qu'on est isolé de ça. Au contraire. Et pour cette raison-là, on pense que c'est un peu un combat d'arrière-garde que d'essayer de protéger les petits libraires. Ajoutons que les sites des distributeurs donnent des conseils en fonction des habitudes de lecture des lecteurs. Et ajoutons que sur le site d'Amazon, par exemple, il est possible d'avoir des critiques de n'importe quel livre, ce qu'un libraire ne peut pas faire. Un libraire peut peut-être conseiller les quelques centaines de livres qu'il a lus, mais il ne peut pas donner des conseils sur 10 000 livres, 15 000 livres, 50 000 livres, par exemple. Et je crois que tout comme les gens se sont adaptés au changement et qu'il se vend de moins en moins de disques, il y a à peu près plus de disquaires aujourd'hui, de la même façon, les gens s'adaptent à des changements technologiques. Et c'est ça. Nous croyons donc que c'est un combat d'arrière-garde. Maintenant, est-ce que les libraires indépendants ou certains libraires indépendants vont continuer à vivre? Bien sûr, tout comme il existe encore des disquaires indépendants, ils vont devoir cependant se bâtir une niche ils vont être obligés de continuer à offrir des services et peut-être un entre-gens aussi qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais le secteur des petites librairies n'est pas un secteur qui est promis à non seulement une expansion, mais même à un maintien, tout simplement parce que
que les gens changent leur façon de consommer. Maintenant, tout comme il y a toujours des bouchers indépendants qui vivent en raison du service particulier qu'ils offrent, qui n'est pas disponible dans une grande surface, bien, les petits libraires vont continuer à vivre aussi, mais ils vont vivre parce qu'ils offrent quelque chose d'intéressant, pas parce qu'on les protège à l'aide d'une loi. En conclusion, tout comme on n'oblige pas tout le monde à payer les prix des boucheries fines quand ils s'achètent de la viande, mais de grâce, n'obligeons pas les lecteurs à payer plus pour leurs livres et laissons les consommateurs qui sont sensibles au prix acheter à fort rabais et laissons les gens qui sont mordus de livres et qui cherchent des livres qui ne sont pas disponibles dans les grandes surfaces continuer à fréquenter les librairies. Donc, je pense qu'une des grandes questions qui se pose ici, je vais terminer là-dessus, c'est qu'est-ce qui nous intéresse ici? Est-ce que c'est promouvoir la culture et la lecture ou est-ce que c'est promouvoir les intérêts d'un groupe de marchands, un groupe de gens qui ont quelque chose à vendre? Alors, merci. Messieurs, je vous remercie. On vous remercie. Sans plus tarder, je cède la parole au ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur, bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté au prix de vos propres sous de venir ici partager vos réflexions, votre vision sur la question qui nous occupe ici aujourd'hui. Toutes les perspectives entourant cet enjeu, de lecture entourant cet enjeu, sont enrichissantes, éclairantes. Mais pour nous situer un peu, et pour me situer moi-même, je souhaiterais savoir si vous avez suivi les négociations récentes et qui ne sont pas encore terminées, entourant l'entente de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Avez-vous une position relative à l'inclusion ou à l'exclusion du volet culturel dans ces négociations-là? N'importe quoi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du livre est une industrie incroyablement dynamique sur le plan international. Et si ça permet l'inclusion dans le marché québécois de davantage de livres qui viennent de l'étranger, c'est tout à fait à valoriser. Surtout que quand on regarde prix pour prix les livres qu'on pourrait acheter, je vais vous donner un exemple. Celui-là que j'ai acheté moi-même, c'est un livre qui s'appelle Rome's Last Citizen, qui est une magnifique biographie du sénateur romain Cato. Vraiment incroyable sénateur de la fin de la République romaine. Je l'ai acheté ici au Indigo à Montréal pour 32 $. Il est vendable aux États-Unis pour 12 $ US. Je verrais pas de problème. Puis en plus, je sais qu'en Grande-Bretagne, il se vend à peu près à 13 pounds, donc un petit peu moins que le prix québécois. Définitivement, si on pouvait augmenter des importations de livres qui viennent d'endroits moins chers, ça augmenterait justement la diversité culturelle. Puis ça augmenterait surtout les titres en anglais pour des lecteurs très spécialisés qui cherchent à avoir des livres sur des sujets qui sont justement en anglais. Puis des livres les plus populaires d'habitude, comme par exemple les Harry Potter ou tous les best-sellers, deviennent rapidement traduits dans la langue française. Donc il n'y a pas une menace tant que ça pour la langue française de plus de libre-échange puis plus d'accès à la culture et justement de réduire les prix par les forces d'avoir des marchés plus grands. Vous me corrigerez, je voulais juste préciser ma question et de savoir si vous avez une position claire, à savoir si on défend l'exception culturelle ou si on laisse aller ce volet dans les ententes économiques qui pourraient être négociées. La question s'est posée dans le cadre de la convention, des débats entourant la convention sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO. Et aujourd'hui, à une autre échelle, la question se pose dans le projet d'entente entre le Canada et l'Union européenne. Je voulais juste savoir votre position sur cette question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'exception culturelle? Évidemment, nous ne sommes pas consultés avant parce que c'est un peu peut-être en dehors du sujet strict de la réglementation du prix du livre. Je ne crois pas qu'on doive avoir peur de la mondialisation au niveau de la culture. Nous vivons dans une culture extrêmement mondialisée, mais ça veut dire que nous profitons de la culture de partout dans le monde.
Et on ne doit pas avoir peur de ça. Nous lisons en français John Irving, nous lisons en français plein d'auteurs de partout dans le monde. Je pense que c'est une richesse culturelle. Et je pense qu'il faut faire la promotion de notre culture. Mais je pense surtout qu'il faut être le plus ouvert possible à la culture de partout dans le monde. Alors moi, je vous dirais que d'entrée de jeu, je ne serais pas tellement en faveur d'un protectionnisme culturel, si c'est ce que vous... Voilà, exactement, c'est ce que je voulais entendre. Donc ça me permet de vous lire avec clarté. Ce n'est pas une critique, ma posture est totalement objective ici. Mais c'est juste pour savoir où... vous vous situez sur l'échiquier idéologique, je dirais. Vous savez que la Convention sur la diversité et la promotion des expressions culturelles est une convention qui a été, en fait, et je le dis en toute humilité, l'œuvre du Québec, parce que nous comptons pour 2% de la population en Amérique du Nord, 2% de parlants français, et que la question identitaire en est une de fondamentale, et que des efforts, tout parti confondu, depuis des lustres au Québec, les efforts investis pour la protection de cette identité sont pléthores dans toutes leurs déclinaisons depuis toujours. Ici, aujourd'hui, on est en train de débattre d'une proposition qui viendrait, selon le milieu de l'industrie du livre, atténuer la glissade dramatique du réseau des librairies du Québec, qui, cela soit dit en passant, assure un service qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Ce sont des hommes et des femmes doués d'une expertise qui participent à la promotion du livre et donc à la culture et au renforcement de l'identité, compte tenu du fait que cette promotion contribue d'une manière ou d'une autre, tout espèce de milieux confondus, je parle des grands centres, des régions éloignées ou proches, cette expertise, s'il advenait qu'elle se perde en chemin, c'est une portion substantielle d'un mur de notre identité qui en souffrirait à terme. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Écoutez, j'ai une réponse, premièrement, une réponse d'ordre général sur l'esprit de notre commentaire. Il faut comprendre qu'une culture, ça respire à l'air libre. Si on la réglemente, on empêche la découverte de nouvelles identités, la métamorphose de qu'est-ce qui nous définit comme peuple, puis dans lequel les individus peuvent se reconnaître justement en ayant une multitude de choix dans lequel ils se reconnaissent et peuvent justement se métamorphoser. Puis quand on tue notre culture en la régimentant par des bureaucrates et des entrepreneurs politiques, le lobby d'avoir un prix unique du livre, c'est un lobby pour sauver une mesure qui ne va pas réussir. D'ailleurs, on le voit, le déclin des petites librairies est commun à tous les pays occidentaux. C'est pas le prix unique qui va le renverser, mais c'est surtout un avantage pour quelques personnes qui, eux, en mettant un beau voile sur leurs propositions, fondamentalement, vont bloquer l'accès à la culture, à des gens qui sont déjà peu disposés à lire, les gens qui sont les plus éduqués, les gens qui veulent lire énormément maintenant, qui ont des goûts très, très, très raffinés, qui sont des goûts de niche, vont trouver des manières d'accéder à leurs livres. Et c'est ce marché-là que les petits libraires, si au lieu d'être des entrepreneurs politiques, étaient des entrepreneurs de marché, essaieraient de satisfaire et de satier. Maintenant, si on veut vraiment une culture qui respire, c'est justement de permettre le plus de place à la concurrence. Le prix unique du livre, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer, comme je le dis, le marché, l'accès aux livres à des gens qui sont déjà peu disposés à lire. Puis des gens comme moi qui lisent, je lis 40 livres par année à peu près, j'arrête pas de lire. J'ai 4000 livres dans ma bibliothèque, j'arrête pas d'acheter, je suis un malade de ça. Moi, si on m'augmente le prix du livre, je vais juste l'acheter ailleurs. Ça va même pas sauver les petites librairies. Fait que faut partir d'un postulat basé aussi sur un constat que la culture, ça se réglemente pas. Mais la culture, ça se protège. C'est le cas du Québec. N'eût été de ce réflexe
depuis des générations, il est possible que l'acculturation ait grugé le collectif québécois. On a un sociologue à côté de nous, il peut nous élaborer cela, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'irai un peu plus loin dans cette voie. Pensez-vous sérieusement que, et on est dans des hypothèses là, réglementer le prix plancher du livre neuf, physique ou numérique, pendant 9 mois, en contenant les variations d'escompte à l'intérieur de 10%, pourrait tuer l'industrie du livre? Va réduire les ventes pour des gens qui sont déjà peu disposés à lire. Ceux qui achètent chez Walmart, ceux qui achètent chez Costco. Puis j'aimerais ça qu'on arrête aussi, j'ai entendu des fois dans les médias des commentaires sur les livres qui sont vendus dans les Costco puis les Walmart. Chez Walmart se vend l'histoire du Québec par les nuls par Éric Bédard, la biographie d'Abraham Lincoln écrite par Doris Keating, l'histoire des religions du monde, une biographie des rois de France. Donc, c'est pas la culture va pas être endommagée de rendre justement ces livres-là accessibles à des prix modiques à des gens qui sont normalement peu intéressés par la lecture. On peut parler de protéger notre culture, puis je suis d'accord avec ça, mais protéger notre culture en la bloquant à un groupe de gens qui ne l'ont pas déjà. Rappelons qu'un quart des Québécois n'a aucun diplôme, ce qui est moins que partout au Canada. Clairement, c'est pas une politique qui, justement, protège notre culture à toute fin pratique. Ça l'élitise un petit peu. Je voudrais juste peut-être ajouter un petit point là-dessus. Les Québécois dépensent en moyenne 81 $, les adultes, 81 $ par année en livres. On n'est pas des grands lecteurs. Et je pense que toute politique qui fait monter le prix du livre par rapport à celui qu'on aurait pu avoir, c'est une politique qui n'est pas positive. Et je pense qu'il faut revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut défendre ici? Est-ce que c'est la lecture ou est-ce que c'est des producteurs? Et moi, je pense que nous rangeons résolument du côté des consommateurs de la lecture, de ceux qui veulent pratiquer la culture et non pas de ceux qui veulent la produire. Et la raison d'ailleurs pour laquelle ils se vendent des livres, c'est pas pour des producteurs, c'est pour les gens qui lisent. C'est eux qu'on doit garder en tête en premier. Oui, mais on peut avoir un regard holistique sur la question. À la fois défendre ceux qui sont moins enclins à lire, ceux qui sont issus de milieux démunis, et aussi ceux qui font la promotion par leur expertise, puisqu'on parle d'un volet spécifique de la chaîne du livre au Québec, les librairies traditionnelles, fragilisées en l'occurrence. Je vous poserai une autre question. Elle est simple et brutale. Est-ce qu'il faut laisser mourir les librairies indépendantes? Je ne crois pas qu'elles vont mourir. Je crois qu'il va y en avoir moins. Tout comme il y a moins de producteurs dans toutes sortes de domaines aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Il y a moins de petites boucheries, il y a moins de disquaires. Les disquaires sont à peu près disparus. Les gens n'écoutent pas moins de musique. Les gens se fournissent en musique au magasin iTunes ou dans les grandes chaînes. Je pense que la musique se porte bien au Québec et je pense que c'est ça qu'il faut regarder avant tout. Je pense que c'est pas l'intérêt d'un groupe bien particulier qu'il faut examiner. Maintenant, les petits libraires, ils vont continuer à exister, mais seulement s'ils sont capables de trouver un modèle d'affaires, seulement s'ils sont capables de trouver une niche qui va faire en sorte que les gens veulent acheter chez eux plutôt que d'acheter ailleurs. Et s'ils sont débrouillards, s'ils peuvent le faire, ben moi je suis certain que des librairies comme par exemple à Montréal, Olivieri, Zone Libre, à Québec Pantoute, vont continuer à vivre, seront ici encore dans longtemps, vont survivre. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour autant de librairies que dans le passé? Je suis sûr que non, tout simplement parce que les gens consomment autrement maintenant. Et je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Je pense que même si on passe cette loi-là, le déclin des petites librairies va continuer au Québec. Merci. Député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. C'est très intéressant. J'ai un de mes anciens profs qui disait le maximum d'intégration à l'économie internationale amène un maximum de désintégration des économies locales. OK? Et de ne pas réglementer, ou à tout le moins agir, peut amener, je dirais, des conditions très difficiles pour les libraires, mais faciliter Amazon. Donc, on a des choix quand même politiques à faire.
Et là, c'est l'objet de notre discussion. Et est-ce qu'on est prêt à perdre aussi l'expertise des libraires? Est-ce que, puis on peut aller dans des questions plus fondamentales. Qu'est-ce que la culture? À quoi ça sert? Est-ce que c'est une marchandise que l'on consomme comme des beignes ou je ne sais pas quoi, ou c'est quelque chose qui transcende l'aspect de consommation puis qui permet à une nation de se projeter dans le futur? C'est un moteur. Puis je ne veux pas rentrer dans un discours anthropologique, mais la fonction de la culture, c'est de nous adapter au monde qui nous entoure, aux défis, à faire émerger des idées nouvelles, etc., etc. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais j'aimerais vous entendre sur ça, entre autres sur le maximum d'intégration. Vous me dites qu'il ne faut pas être contre la mondialisation, mais il faut faire attention aussi. On voit ça quand Walmart s'installe à quelque part, là, c'est tous les petits magasins qui meurent aux alentours, puis l'argent s'en va où? Ça ne vient pas chez le marchand ou qui va prendre son argent qu'il fait, puis qui va aller se faire couper les cheveux chez la coiffeuse ou vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a quand même un point d'équilibre qui est important, puis il faut quand même protéger certains secteurs d'activité de notre société. Moi, je vous répondrais, allez-vous faire la même chose pour les quincailleries? Les quincailleries de quartier sont beaucoup moins nombreuses qu'elles l'étaient, parce que les gens se fournissent maintenant chez Home Depot ou Renault Depot ou autres. Les méthodes de consommation, vous savez, c'est pas un terme qui est méchant, hein, qui est sale, hein, mais les méthodes par lesquelles les gens ont accès à la culture, on peut appeler ça la consommation, on peut appeler ça autre chose, ça change, tout comme les moyens d'accès à toutes sortes de choses changent dans notre société. Et je ne pense pas qu'en rendant moins intéressant l'achat de lecture à certains endroits, qu'on va promouvoir la culture tout court. La culture québécoise, elle rayonne en dehors du Québec. Et je ne crois pas que ça soit par la réglementation ou que ça soit à cause de la réglementation que les succès du Cirque du Soleil, de Céline Dion, de Michel Tremblay ou autres soient là. Je pense que ce sont des gens qui sont des entrepreneurs, des promoteurs, des créateurs de culture, et je ne crois pas que ça quoi que ce soit à voir avec la question de protéger des groupes de producteurs sur place. Maintenant, la question de l'expertise ou de la soi-disant expertise des libraires. Évidemment, vous pouvez aller voir votre libraire. Si vous allez dans une librairie où il y a un bon libraire, il y a eu beaucoup de livres. Mais entre nous, il y a plein de gens qui sont pas libraires et qui ont lu beaucoup de livres aussi. Et de plus en plus, avec les moyens, avec l'Internet, avec les moyens modernes de communication, cette expertise-là, elle est disponible sans passer par le libraire. Merci. Moi, quand je veux en savoir plus sur un livre, je vais sur Amazon. Et sur Amazon, je vais avoir 50 critiques différentes d'un livre. Je vais avoir des liens sur des critiques dans les journaux. Mais bon, merci beaucoup, M. Belzile. J'ai déjà dépassé un peu le temps de nos collègues du gouvernement. Alors, je cède la parole maintenant à la députée de la Porte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Alors, vous tenez des propos très intéressants. Vous avez parlé en début de votre plaidoyer le nombre de lecteurs en France qui diminuait. Vous avez noté cette diminution-là depuis quand? Et est-ce que vous ne l'attribuez pas à l'économie actuelle? Non, parce que les données de des quelques maisons de sondage qui justement documentaient ça, pensaient à le début du déclin avant la récession. Donc non, il n'y a pas un lien avec la crise nécessairement. Il y avait une tendance de long terme. Alors surtout qu'on remarque que l'effet contraire s'est passé en Angleterre, où le prix unique du livre a été aboli en 1995. Il y a une légère augmentation dans les dernières années de la lecture chez les Britanniques. OK. Et comme vous savez, il y a quand même certaines législations un peu partout dans le monde qui ont mis en place la réglementation du prix du livre. Et c'est quand même une mesure louable pour eux. Alors, quels sont vos commentaires sur... Ça se fait, là, actuellement, ailleurs? Écoutez, je ne crois pas que ce soit parce que dans certains pays, on le fait qu'il faille le faire. Je pense que, de façon générale, dans le marché politique, dans l'arène politique, les producteurs ont un avantage sur les consommateurs.
il y a un sondage relativement récent qui a été publié sur justement la question de la réglementation du livre au Québec. Et c'est assez clair que la majorité des Québécois ne sont pas en faveur, sont contre, en fait. Maintenant, il est possible qu'il y ait une loi sur la réglementation du prix du livre. Je suis pas fou, là. Je ne crois pas que nous, on va nécessairement changer les choses seulement par notre intervention. Ceci étant dit, dans le marché ou dans l'arène politique, les producteurs sont beaucoup plus capables de s'organiser pour faire du lobbying et pour obtenir des choses que les consommateurs qui, eux, ne sont pas organisés. Et ça explique pourquoi, de façon générale, les producteurs agricoles obtiennent des avantages au détriment des consommateurs de produits agricoles qui paient plus cher. Ça explique pourquoi les producteurs réussissent à obtenir des tarifs douaniers, par exemple, qui vont faire monter tous les prix et les consommateurs vont payer plus cher. Alors, je pense qu'il y a tout simplement dans l'arène politique un avantage naturel pour les producteurs qui peuvent obtenir des avantages comme ça pour réduire la concurrence. Vous avez mentionné tantôt que le nombre de librairies va continuer à fermer. Il va y avoir encore des fermetures et d'après vous, est-ce que c'est le numérique qui s'en vient remplacer le livre papier? Vous avez l'air convaincu là quand vous dites ça. J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je ne crois pas que le livre papier va disparaître pour un bon moment. Mais la part de marché du papier est amenée à diminuer. Dans le monde francophone, on a un problème qui a été mentionné par les gens qui sont venus avant. Il n'y a souvent pas beaucoup de différence entre le prix de vente du numérique et du livre papier. Chez l'éditeur français, par exemple, quand on se donne la peine d'essayer d'aller acheter sur un site web d'une maison d'édition française, par exemple, il n'y a souvent pas de différence ou très, très peu de différence, 5% de différence peut-être, entre la version papier et la version numérique. Dans le monde anglo-saxon, il y a souvent une différence beaucoup plus importante. Je pense que le modèle d'affaires aussi chez les éditeurs francophones pour le numérique n'est pas à point. C'est très compliqué. Ma belle-mère, qui a 90 ans, par exemple, elle peut pas aller sur un site web, acheter un livre et le faire passer par un logiciel Adobe, etc., etc. Le modèle d'affaires d'Amazon, c'est très simple. Hein? Vous pesez sur acheter et puis c'est sur votre liseuse automatiquement. Alors, je pense que il y a des raisons pour le retard numérique du monde francophone et du Québec en particulier, mais je pense que l'avenir est prometteur pour le numérique. Et ça, c'est quelque chose qui va coincer à long terme tous les vendeurs de livres papier, y compris les petits libraires. Vous êtes d'accord avec le pourcentage que vous avez entendu probablement, là, qui s'est dit dans le livre numérique? Est-ce que vous êtes d'accord avec le pourcentage qui a été mentionné, qu'on serait à environ une moyenne de 5 %? Est-ce que vous avez regardé ça ou... Ici, c'est tout petit, ça y a aucun doute. Maintenant, dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, le numérique va dépasser dans les prochaines années le papier, ça y a aucun doute là. D'ailleurs, cette année, en 2013, le numérique va dépasser les livres à couverture rigide. Pas les livres moins chers, là, ça va prendre un petit moment encore. Mais les livres à couverture rigide, c'est cette année que ça se fait, le dépassement. Et je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée de la Porte. Madame la députée de Montarville. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Merci d'être ici. J'ai pris des notes parce que vous n'aviez pas de papier, donc j'ai pris des notes. Et d'entrée de jeu, vous avez parlé du fait, et c'est l'avocate en moi qui a réagi, du fait que si cette réglementation passait, si elle passait, et qu'elle ferait en sorte qu'on éliminerait les très gros rabais qu'on connaît chez certains gros commerçants, cette mesure équivaudrait à du cartel. Pouvez-vous élaborer? Écoutez, un cartel, c'est une tentative par des producteurs de fixer le prix de ce qu'ils vendent. Et c'est comme ça que la loi définit un cartel. Et si le législateur fixe le prix, ou fixe les rabais maximum, il fait exactement ce qui serait interdit à des producteurs de faire par eux-mêmes en s'associant, par exemple, pour s'entendre sur les rabais maximum. Si les producteurs s'entendaient sur un rabais maximum, ils seraient sujets à des poursuites criminelles. Et la loi est très claire, l'article 45 dit 14 ans de prison, 25 millions d'amende maximum pour ça. C'est un acte criminel. Et on poursuit les producteurs d'essence ou les vendeurs d'essence quand ils le font.
devant la commission Charbonneau, on le voit, il y a des gens qui vont sans doute être poursuivis parce qu'ils se sont entendus pour fixer des prix, mais c'est pas différent dans d'autres secteurs, le secteur du livre aussi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, évidemment, une loi ferait que ça serait pas un acte criminel, ça serait même obligatoire de le faire. Mais je ne crois pas que ça rendrait cette action-là légitime pour autant. Si on pense qu'un cartel, ce n'est pas légitime, ben, ça serait pas plus légitime de fixer des prix dans le domaine avec une loi. Et si je comprends bien, le cœur de votre intervention, c'est qu'il y a des lois du marché qui s'appliquent et que malheureusement, certaines librairies indépendantes en seront victimes dans la mesure où elles ne peuvent s'adapter aux lois du marché, que c'est pas nécessairement la faute des grandes surfaces qui vendent avec de gros rabais. Tout à fait. Écoutez, j'ai mentionné tantôt les boucheries, j'ai mentionné les disquaires. Il y a un petit moment, on allait acheter nos micro-sillons et puis ensuite nos CD chez les disquaires. Mais j'ai sondé mes étudiants ce matin, je donnais un cours de MBA ce matin, je leur ai demandé combien d'entre vous achetaient encore des CD. Ils sont partis à rire. Personne n'achète de CD, ils achètent tous maintenant sur iTunes ou quelque chose d'équivalent. Les façons de consommer changent. Et je pense que le problème majeur des petits libraires, c'est ça. Et je pense que ils cherchent une bouée de sauvetage. Puis la bouée de sauvetage, c'est de rendre l'achat de livres dans les grandes surfaces moins intéressant. Mais je pense que ce n'est qu'une bouée de sauvetage temporaire et je pense que ça va se faire au détriment de la lecture, surtout chez les gens les plus vulnérables. Évidemment, prenons Mathieu Bock-Côté, par exemple. Je suis certain qu'il achète ses livres dans une librairie et puis en plus, il doit en acheter pour des milliers de dollars par année. Lui, il ne sera pas touché par ça. Mais les gens qui, sur un coup de tête, chez Costco, passent devant les livres, ils voient la dernière biographie de Ginette Renault, puis ils disent, tiens, je vais l'acheter, ben, je pense que ces gens-là, ils se déplaceront pas de toute façon dans une petite librairie pour acheter un livre. Et je pense que c'est ces gens-là avant tout qui vont être touchés. Si le livre est 25 $ plutôt qu'être 17,95, il y a des chances qu'ils passent à côté et qu'ils achètent autre chose. Puis juste une chose, je reviens sur l'ampleur des rabais. Écoutez, je donne l'exemple de ce livre-là. Ici, j'ai été voir tantôt, c'est ce que je lis dernièrement. Aux États-Unis, ce livre-là peut se vendre chez Costco. C'est une biographie d'un sénateur romain, là, je vous rappelle. C'est pas un sujet vraiment hot, là. C'est pas léger, c'est pas léger. C'est pas une lecture légère. Le rabais moyen aux États-Unis sur ce livre-là, là, c'est entre 30 et 50 %. Ici, là, on me le dit, 29,99 aux États-Unis, 32 au Canada. Là, on parle 30 à 50 % de rabais, puis ça fait même pas un an que c'est sorti, ça. Je veux dire, c'est gigantesque, là, les rabais sur des sujets comme ça peuvent se vendre chez Costco. OK, donc je vous dis, là, c'est quelque chose, c'est rendre accessible des morceaux de culture à des gens qui sont déjà peu enclins à le rendre, puis à des prix vraiment très modiques. Je pense que ça, c'est le point le plus important de la défense de notre culture, c'est de la rendre accessible à tous au plus bas prix possible. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. C'est avec vous qu'on termine notre journée d'audition. Je vous souhaite un bon retour. Merci encore de vous être déplacés. À vous tous aussi à l'arrière, merci. Chers collègues, bonne soirée et on reprend nos travaux lundi le 26 août à 14h.